Salut à tous, c'est Renaud. On est en direct encore pour un tuto aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une bonne semaine tout le monde. Alors, on va se mettre encore les commentaires, les vues, tout en même temps, comme d'habitude. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Encore une fois, moi j'en ai profité là. Il a fait beau quelques jours, donc j'ai pu en profiter pour aller rouler. J'espère que vous aussi vous avez pu aller rouler, en profiter. Hier dans le 42 il faisait 8 degrés hier matin, c'était pas ultra agréable au début, mais en tout cas après c'était top. Donc j'espère que vous aussi vous avez pu profiter de ces quelques jours de beau, sachant qu'en ce moment il commence à faire vraiment frais. Donc c'est pas la meilleure période, on va presque repartir en un dixième et aller faire des tours sur la moquette. Donc j'espère que ça fonctionne. Voilà. Je m'assure que tout fonctionne. Et puis en même temps, pendant que je fais les checks de la vidéo, que tout fonctionne, ça me permet d'attendre les retardataires. C'est vrai que moi en général je suis un peu en retard. Donc a priori je suis pas tout seul. Hop. Aujourd'hui on arrive à 18h05. 5 minutes. On a été coupé. Mauvaise connexion a priori. Est-ce que vous êtes tous là? Est-ce que ça fonctionne? Oui, a priori c'est revenu. Est-ce qu'on peut me dire que c'est revenu? J'ai pas bougé, hein. J'espère que vous êtes prêts. Est-ce que vous pouvez me confirmer que ça marche? A priori, on a quelques petits soucis de connexion aujourd'hui. L'internet veut pas. Bon, j'espère que ça va fonctionner, qu'on va pas avoir d'interruption cette fois-ci. Dites-moi en tout cas si ça fonctionne cette fois. Donc, sujet du jour, embrayage, moteur, buse, échappement. Voilà, on a fait un petit sujet électro la semaine dernière. J'ai encore vu des personnes à la piste hier qui m'ont dit que ils savaient tout, que c'était des cracks et que je servais à rien. Donc je suis super content dans ce cas-là. Donc aujourd'hui, moteur, donc chacun son tour. La semaine dernière on a fait un petit peu d'aide pour les Gugus qui faisaient d'électrique. Aujourd'hui on parle pour les Gugus qui font du nitro comme moi. Alors je fais un peu les deux mais je préfère quand même le nitro. Un 8ème TT c'est ma catégorie préférée, je sais pas quelle est la vôtre. En tout cas moi c'est ce que je préfère. Donc voilà, aujourd'hui j'ai préparé ma voiture. J'ai bossé toute la journée dessus, voilà, elle est quasiment prête, quasiment finalisée pour le championnat de France. Donc ce week-end on part à Castres pour la dernière manche de CF Elite pour défendre le titre. Selon mes calculs, il faudrait que je fasse deuxième si Yannick Aigouin gagne pour être champion de France. Et si quelqu'un d'autre que Yannick Aigouin gagne, ce sera moi qui sera champion de France. Donc voilà, j'espère surtout ne pas avoir de malchance. On a fait en tout cas le boulot pour préparer la voiture et donc maintenant place au moteur, embrayage. Donc voilà, je vais vous montrer comment je fais là mon embrayage pour préparer la course. Je le fais comme ça pour une compétition en général, peu importe laquelle. Aujourd'hui ce sera donc le championnat de France. Donc le moteur, pas de chichi, je sais pas si vous voyez sur la vidéo, en tout cas c'est mon moteur du championnat d'Europe. Donc il a déjà fait tout le championnat d'Europe, il a été vérifié par Sébastien, absolument aucun problème. Donc il va pouvoir continuer à briller sur les circuits. Donc c'est le même moteur, un MC5X hein, qui sort du stock. C'est vrai qu'on me pose souvent la question, mes moteurs en général n'ont absolument rien de particulier à l'intérieur. On pourrait l'ouvrir ensemble peut-être dans un autre tuto. En tout cas mes moteurs sont vraiment sortis du stock, ils sont montés exactement de la même manière que les moteurs que vous pouvez acheter sur le site RSRC. Ils sont juste passés au banc pour le rodage, donc en usine, et ensuite moi je mets en général 4 ou 5 pleins
sur la piste pour pouvoir ajuster les derniers réglages, faire la mise au point finale et ensuite passer à la course. Donc ce moteur-là, il a été préparé tel quel pour le championnat d'Europe. Il a fait le championnat d'Europe, j'en étais très content, j'avais une consommation de 10 minutes 50 à 11 minutes encore pendant le championnat d'Europe. Donc j'en étais super heureux, donc il va faire le championnat de France ce week-end. Donc j'ai ici mon embrayage tel quel, 4 points Losi, vous voyez les maslottes elles sont bien malades, j'ai fait à peu près une quinzaine de litres avec cet embrayage en entraînement. Donc on va voir comment changer les maslottes, comment changer les ressorts, l'installer sur le moteur et puis en parallèle essayer d'expliquer un peu le fonctionnement de l'embrayage. Alors pour moi l'embrayage, hop, je reviens. Pour moi l'embrayage c'est quelque chose de très important, sachant que vous avez beau avoir un moteur qui est super puissant, si votre embrayage il va pas délivrer la puissance du moteur, vous n'allez pas avoir de performance particulièrement infinie. L'embrayage, c'est ce qui va délivrer donc la puissance à la voiture et vous permettre d'être plus rapide ou moins rapide selon les conditions. Alors en général, dans des conditions où il n'y a pas beaucoup d'adhérence, on va essayer d'avoir un embrayage qui va, ce qu'on appelle coller, donc qui va venir coller la cloche un petit peu plus tôt, de manière à avoir un petit peu moins de puissance à bas régime et à l'inverse, pour des conditions de grippe assez importantes, on va vouloir un moteur qui soit assez péchu, assez dynamique à bas régime. Donc on va plutôt avoir un embrayage qui va coller tard, donc qui va engager d'abord le moteur avant de vraiment venir engager la cloche. Alors l'embrayage Losi, il a 4 maslottes, vous avez la possibilité de faire 2 alus de carbone, 4 carbone ou 4 alus. Mon réglage, celui que je préfère en général, comme vous l'avez vu là, c'est 2 maslottes alu, 2 maslottes carbone et 4 ressorts verts. Alors sur les ressorts Losi, c'est un petit peu compliqué de voir la couleur. Les verts, c'est ceux qui sont mat, ils sont un peu gris. À défaut, vous voyez les autres et vous pouvez comparer assez facilement. On a les gold, on a les noirs, les silver. Donc moi ce que je vous conseille c'est 4 verts avec 2 alus de carbone. En général si vous avez n'importe quel autre embrayage, je vous conseille d'utiliser 3 maslottes de la même manière. Par exemple si vous avez une voiture avec un embrayage 3 points, je conseillerais plutôt 3 maslottes alus avec des ressorts de 1 mm comme base de réglage. C'est ce que j'ai utilisé à l'époque sur mes autres voitures et c'est ce que je vous conseille d'utiliser aujourd'hui, sachant qu'une maslotte alu aura tendance à plus asseoir entre guillemets le moteur, c'est-à-dire que votre moteur, quand vous mettez une maslotte en alu, il va avoir plus de reprises, donc vous aurez une accélération plus franche, plus nette avec une maslotte en alu. Et par contre, une maslotte en carbone va avoir tendance à cirer contre la cloche, donc elle va donner un effet de patinage et va intrinsèquement donner plus de puissance au moteur, mais va moins l'asseoir. C'est-à-dire que si vous mettez par exemple 4 ressorts très mous avec des maslottes alu, vous allez accélérer en sortie de virage, votre moteur, s'il n'a pas assez de puissance, il va avoir tendance à avoir un petit creux à l'accélération, un petit brrr, et ensuite lancer l'accélération. Avec des maslottes carbone, en général, ça a plutôt tendance à faire cirer, donc vous avez votre moteur, vous allez l'entendre, il va monter dans les tours, mais la voiture ne va pas forcément avancer. C'est pour ça que moi, ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est vraiment avec l'embrayage Losi, 4 maslottes, ou un embrayage 4 points, en tout cas 2 maslottes alu, 2 maslottes carbone, ça fait vraiment un bon équilibre. Donc les maslottes que j'utilise, les alus, c'est celle-ci, les bleus, les maslottes en composite, c'est celle-ci, et enfin les ressorts, les verts, c'est ceux-ci. Alors vous voyez, on les appelle verts, mais bon, ils sont un petit peu gris mat. On voit pas toujours la différence quand on les monte. Par défaut, si vous les comparez aux autres, ça sera plus facile, mais là, voilà, faut se fier surtout à l'emballage en général vert. On arrive à s'y fier. De la même manière, donc on a parlé des maslottes alu et carbone, la différence entre l'une et l'autre. L'effet des ressorts. Un ressort plus gros en diamètre va tendance à faire démarrer l'embrayage plus tard, et des ressorts plus petits en diamètre vont faire coller l'embrayage plus tôt.
Alors de la même manière, si vous roulez sur une piste glissante, on va plutôt aller vers des ressorts plus mous, donc plus petits en diamètre, de type 0,9 par exemple, ou avec l'embrayage Losi des ressorts noirs ou verts. Et si vous avez une piste avec beaucoup d'adhérence, on va plutôt monter en ressort, donc 1, 1, 1 en fonction de ce que vous avez besoin. Ou si par exemple vous roulez dans la boue, on va tendance à avoir un embrayage qui va coller, ce qu'on appelle plus tard aussi, pour donner de la puissance au moteur et pas donc asseoir le moteur. Alors après, toujours pareil, si vous avez un moteur qui est très péchu, comme le mien aujourd'hui, vous pouvez utiliser un embrayage qui est en général plus souple que la concurrence. C'est pour ça que moi j'utilise aujourd'hui 4 ressorts verts. Ça me permet d'avoir une belle linéarité dans l'accélération et quand même une reprise assez franche avec 2 maslots alu, 2 maslots carbone et des ressorts verts. La limite de la souplesse de l'embrayage. En général, si vous accélérez, que vous entendez votre moteur, il va faire beuh, et après la voiture elle se lance, ça peut être un problème de réglage, mais ça peut être aussi un problème d'embrayage. Ça peut être qu'il est trop mou ou qu'il est trop vieux. En général, un embrayage trop vieux, vous avez les ressorts qui se détendent, et du coup, naturellement, l'accélération elle est moins nette, moins franche. Deuxième chose pour vérifier votre embrayage s'il est bon, en général, vous tenez la voiture en l'air, vous freinez, et quand vous lâchez le frein, les roues doivent rester immobiles ou quasiment immobiles. Si quand vous lâchez le frein, vous avez tendance à avoir un emballement des roues, c'est que votre embrayage il est trop mou, ou vous avez un autre problème lié à l'embrayage, mais les roulements de cloche par exemple, ou la cloche qui est en contact avec... vous n'avez pas laissé assez de jeu sur la cloche, mais ça on va y revenir après. Mais l'embrayage, si tout est bien monté correctement, que votre embrayage il embraye au ralenti, c'est qu'il est souvent trop mou. Si vous avez ce problème là, ça peut faire naître des calages en piste. Par exemple, vous allez arriver sur un gros freinage où l'embrayage il est complètement dans la cloche. Sur un gros freinage, il va pas avoir le temps de redescendre en position neutre, et du coup ça va bloquer le volant moteur et ça va vous faire caler. Donc faites bien attention à ça. Si vous avez l'embrayage qui colle entre guillemets au point neutre, donc au ralenti, c'est déjà... On est de retour. Ouais, je suis désolé, la connexion a priori aujourd'hui elle a pas envie. Je sais pas ce qui se passe. Là a priori c'est de retour. Alors dites-moi si c'est bon. J'ai le téléphone en parallèle où je me vois, donc en théorie vous me voyez aussi. Euh, donc voilà, pour changer les ressorts et les maslots en général, voilà, si votre ressort commence à passer à travers la maslotte, il est vraiment trop tard. Et si vous voyez que votre embrayage il est un petit peu en prise, c'est aussi trop tard. Donc encore une fois, pour les problèmes de connexion, vous inquiétez pas, la vidéo elle sera en ligne après. Donc si jamais il y a des petits soucis et que la vidéo elle a coupé, dans tous les cas elle sera en ligne avec l'intégralité à la fin de la vidéo, elle sera mise en ligne sur la page, donc vous inquiétez pas. Donc pendant que je vous parlais, j'ai nettoyé mes axes de maslots. Voilà, sur l'Osi on a 4 petites vis qui viennent tenir les maslots. Moi en général je mets un petit peu de frein filet bleu ou voilà, un petit peu de frein filet bleu ou soft sur les axes. Faites bien attention une fois de temps en temps, vérifiez bien qu'il n'y ait pas trop de jeu là sur l'axe, vous voyez qu'elle soit pas trop abîmée. Ça peut bloquer l'embrayage si jamais on a une bavure par exemple. Donc faites quand même attention à ça. Donc voilà, moi j'applique un petit peu de frein filet juste sur la partie filetée. Alors je sais pas si on voit là à la cam où c'est brillant. Voilà. Donc où c'est brillant, où c'est fileté, je mets un petit peu de frein filet pour être sûr que on ne perde pas les axes d'embrayage. Donc j'espère que vous avez tous compris un petit peu comment on réglait l'embrayage. C'est pas très compliqué en soi, avec l'expérience on arrive à entendre au bruit comment fonctionne l'embrayage, mais c'est vrai que si vous avez l'impression que votre voiture quand vous accélérez elle avance pas, ça peut souvent venir de l'embrayage. Donc voilà, moi je commence par une maslotte. Alors faites bien attention au sens. Le moteur tourne dans un sens anti-horaire, donc il faut que la maslotte vienne chercher la cloche dans ce sens-là. Je sais qu'il y a des embrayages sur lesquels on peut les monter à l'envers. Il y en a qui ont eu des très bons résultats comme ça il y a 10 ans. Aujourd'hui, je suis pas sûr que ce soit très performant. Donc voilà, on met les maslottes une par une.
Jusqu'à là, pas de difficulté. Toujours équilibré si vous faites 4 maslots, 2 alus de carbone, on les met en face en général. Donc moi j'ai 4 ressorts identiques, donc c'est pas un problème. Par contre, si vous avez des duretés de ressorts différentes, il faut faire attention. Ouais, je suis désolé pour la connexion, encore une fois. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Je ne télécharge pas illégalement, c'est promis. Donc voilà, on continue à monter l'embrayage de la même façon pour les 3 autres maslots. Michael, il n'y a pas de souci chez toi. Alors comme quoi, à la Guadeloupe, ils ont pris un ouragan sur la tête et eux, il n'y a pas de souci de connexion. Donc si en France, vous ne me voyez pas correctement, c'est qu'il y a un souci. Non, on a coupé 2 fois là depuis le début de la vidéo. Donc s'il y a un autre problème ou si vous ne me voyez pas, je pense que ça vient de la vôtre de connexion. Je peux pas prendre toute la responsabilité. Je suis désolé. Là, chez moi, ça marche. Donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Hein. Tuto numéro 4 maintenant. Amortisseur, on a fait amortisseur, on a fait différentiel, on a fait les accus la semaine dernière. Il y a encore beaucoup d'autres sujets, ne vous inquiétez pas. Ça continuera par la suite sans aucun problème. On va peut-être faire des tutos un peu un dixième prochainement, sachant que je vais commencer à me préparer pour le championnat du monde de novembre. Donc voilà, restez connectés pour ça. On va essayer de voir différents sujets. On continue pour le nitro pour l'instant. Donc je finis de monter mes maslots. Alors, des fois, il y a le ressort, il se met pas bien en ligne. Hop là, voilà. Donc j'ai bien serré mes 4 vis. Mon embrayage est en place. 4 ressorts verts, comme je vous l'ai dit. 4 maslots toutes neuves. Donc maintenant, on passe au montage sur le moteur. Je vous l'ai laissé tel quel comme ça. En général, faites bien attention, mettez le cône qui est livré avec l'embrayage. Je sais que le cône Losi, par exemple, est un petit peu spécifique. Il est plus étroit. Donc on le monte sur le volant, sur le vilebrequin. Petit moment technique, il faut tirer le vilebrequin vraiment dans l'axe du moteur au maximum. Coucou! Bon allez, ça y est. Je pense que cette fois on est de retour, on est bon. Je pense que c'était l'imprimante qui posait le problème sur mon réseau Wi-Fi. Je suis sincèrement navré pour ce problème. Normalement, on est de retour et ça ne devrait plus bugger. Si c'était bien ça le problème, eh ben, j'y penserai pour la prochaine fois. Giovanni, t'as oublié de payer l'abonnement. Et non, malgré que j'ai reçu déjà plusieurs lettres d'Adopi, ils n'ont pas encore coupé la ligne. Voilà, donc on était au montage du cône. Donc voilà, c'est le moment technique, faites bien attention. Quand vous mettez le cône, donc avec une petite lame de cutter ou un petit tournevis plat, écartez en fait à l'endroit de... Vous avez une petite... vous avez une petite fente à cet endroit-là. Avec la lame ou votre tournevis, vous écartez le cône à cet endroit-là, de manière à bien le pousser au fond de son logement, vers le roulement au maximum, pour ne pas donner de jeu à l'embrayage, sachant que si votre cône n'est pas poussé à l'intérieur complètement, vous allez pouvoir casser les roulements et donc gravement endommager votre moteur. Donc faites bien attention à ça, de bien tirer le vilebrequin à fond pour mettre le cône. Ensuite, aucune difficulté, hop,
le volant moteur, l'écrou. Alors moi je mets pas de frein filé à cet endroit-là. Si vous serrez bien, je pense pas que j'ai particulièrement de force, mais si vous serrez de manière correcte le volant moteur, vous n'aurez pas de souci de ce côté-là. Ça m'est déjà arrivé de voir des pilotes qui ont perdu l'embrayage ou qui ont eu le volant moteur qui s'est desserré. Je pense que c'était peut-être un oubli ou tout simplement l'aluminium du volant moteur qui s'est écrasé et du coup l'écrou s'est desserré. Alors encore une fois, c'est pas très joli, mais sur un embrayage 4 points, on n'a pas de souci, on peut pas vraiment le tenir pour le serrer. Pour les 3 points, vous avez des outils qui retiennent les pins de l'embrayage. À ce moment-là, justement, vous pouvez utiliser cet outil. Moi, ce que je vous conseille, c'est une pince. Alors, vous allez abîmer votre volant moteur un petit peu. Vous pouvez mettre un chiffon. Le problème, c'est que le chiffon peut riper. Vous n'allez pas être vraiment sûr d'avoir serré votre volant moteur complètement. Dans tous les cas, votre volant moteur sur la piste, il va prendre des cailloux, il va prendre des coups. Bon, si vous êtes hyper maniaque de votre volant moteur et que vous voulez pas le marquer, faites attention à mettre un chiffon. Mais moi, je préfère que mon volant moteur ne parte pas du moteur plutôt que ne pas l'avoir rayé. Donc voilà, on a toujours fait comme ça dans la famille. Hop, voilà, avec une clé à bougie, ça serre très fort. Et là, mon embrayage est en place. Il est prêt, il est prêt. Première chose que vous pouvez vérifier à ce moment-là, à partir du moment où vous avez monté le volant moteur, c'est l'étanchéité du moteur. Les choses que je fais aussi sur le moteur, on reviendra peut-être plus tard sur les bougies et les autres périphériques comme la buse par exemple. Mais quand votre moteur est complètement prêt à rouler, entre guillemets, donc avec la bougie serrée, avec les bouchons, si vous avez le volant moteur à ce moment-là, et vous regardez votre moteur de face, quand vous faites tourner votre moteur, normalement, le soufflet doit venir. Et bah Corentin, tu avais raison, effectivement, ça vient pas de l'imprimante. Je suis vraiment désolé de ces petits bugs. J'essaierai d'y remédier et savoir pourquoi il y a eu un problème. Normalement, cette fois, j'ai coupé, remis le Wi-Fi, on va voir. Donc comme je vous expliquais, regardez bien quand vous avez vos bouchons et votre moteur prêt à tourner, que vous avez donc un mouvement du boisseau de carbu quand vous faites tourner le volant. Si jamais vous n'avez pas ça, si jamais vous n'avez pas ce mouvement de boisseau de carbu, ça veut dire que vous avez une prise d'air quelque part. En général, c'est pas bon signe du tout. Ça veut dire que vous avez une prise d'air, donc votre soufflet de carburateur il est percé ou votre roulement avant moteur prend l'air. Mais donc l'air est aspiré quelque part dans le moteur, vous n'avez pas serré la bougie comme il faut, ou il doit se passer quelque chose. Donc faites bien attention à ça. C'est une première indication de, entre guillemets, la bonne étanchéité de votre moteur. Dans le doute, reboot et redémarre la box. Oui, malheureusement, il faudrait que je fasse ça peut-être. Le problème, c'est que on va couper le live et vous allez peut-être perdre une bonne partie des informations. Donc, mon embrayage est prêt. Ensuite, on peut passer au montage de la cloche et des roulements. Donc, moi, en général, sur mon embrayage, j'ai 3 rondelles derrière le premier roulement. En fait, vous mettez suffisamment de rondelles pour que, au moment de mettre votre premier roulement et la cloche d'embrayage, vous n'ayez pas de frottement avec soit la tête des vis du volant moteur, soit les axes de volant moteur. Donc faites bien attention à ça, c'est une première chose à regarder. Je pensais avoir tout préparé et vous voyez il manque une cloche d'embrayage pour vraiment vous montrer le montage complet. Donc, je vais prendre une cloche d'embrayage, voilà.
Denis, voilà, je pense que pour le carbu, j'ai déjà fait le point et la vidéo, de toute façon, elle sera en ligne. Encore une fois, je suis désolé pour les bugs. On y reviendra. De toute façon, la vidéo sera en ligne. Vous pourrez la regarder une nouvelle fois. Je pense qu'il n'y aura pas les bugs du coup à ce moment-là parce que la vidéo sera en continu. Donc voilà, montage de la cloche. Donc vous mettez d'abord des rondelles derrière le premier roulement, et ensuite vous venez fixer votre cloche d'embrayage. Quand vous appuyez sur la cloche, il ne doit pas y avoir de frottement. Il doit y avoir un mouvement libre. Si vous n'avez pas le frottement, si vous avez un frottement à ce moment-là, il faut rajouter des rondelles derrière le roulement pour pas qu'il y ait de frottement. Sinon, c'est encore une fois votre volant moteur ou une partie du volant moteur qui va venir toucher la cloche d'embrayage et donc il va vous créer des calages. Donc voilà, comme je vous l'ai dit depuis le début de cette vidéo, l'embrayage c'est quelque chose d'ultra important. Parce que vous avez beau avoir un super moteur, si vous n'avez pas été minutieux sur le montage de l'embrayage, il peut vous arriver des problèmes. Donc premier roulement, deuxième roulement, et ensuite on va mettre les vis. Petite astuce que je fais moi sur les roulements pour pas avoir ce problème quand vous avez changé les roulements. Je pense que ça vous est tous arrivé. Vous avez changé mon roulement de cloche, vous êtes super content, vous repartez en piste et là pendant 4-5 tours, ça avance pas, ça cire. Vous avez en fait la graisse du roulement qui est partie dans la cloche d'embrayage et vous avez votre embrayage qui patine. Donc petite astuce aujourd'hui. Donc là j'ai redémonté mes ressorts, mes roulements pardon. Vous prenez une Dremel électrique ou à secteur, peu importe. Le roulement arrière en général je le fais pas sur le roulement avant, mais je le fais que sur le roulement arrière. Je le mets sur un embout, je le mets dans la Dremel et je vais essayer de le rôder un petit peu. Donc juste enlever le premier excédent de graisse. Donc vous voyez, juste un montage comme ça, petite vitesse, je le fais tourner d'abord. On serre bien. Juste pour faire sortir l'excédent de graisse, ça vous économisera déjà 2-3 tours en sortie avec roulement neuf pour pas avoir ce problème là. Giovanni, tous les combien on change les roulements de cloche? Alors encore une fois, ça dépend vraiment des voitures, ça dépend vraiment des roulements. Moi j'utilise des roulements céramiques à vide. Donc vous voyez, ils ont une flasque caoutchouc, une flasque métallique. Très sincèrement, je suis allé m'entraîner là une quinzaine de litres depuis la semaine dernière. J'ai gardé les mêmes roulements de cloche, j'ai pas eu besoin de leur faire un entretien. En général, je fais pas d'entretien des roulements de cloche. En général, j'ai plutôt tendance à les changer parce que les roulements de cloche ça s'use quand même assez vite. Ce que je peux vous conseiller de faire en général pour une course, c'est que vous mettez des roulements de cloche neufs pour les demi-finales par exemple. Vous faites demi-finale, finale avec la même paire de roulements de cloche. Et ensuite, vous les gardez pour la course d'après, entraînement, qualif. Et avant les phases finales, vous remettez une paire de roulements neufs par sécurité. Après, quand vous êtes en entraînement, encore une fois, vous pouvez utiliser vos roulements beaucoup plus longtemps. Vous voyez, comme je vous ai dit, moi 15 litres, c'est ce que je peux faire avec une paire de roulements en entraînement. Par contre, en général, une paire de roulements pour moi fait une seule course. Vraiment par souci de sécurité. Donc voilà, on y revient. Donc on fait tourner le roulement et après moi j'accélère un petit peu la Dremel juste pour dire de... Voilà, juste pour faire sortir l'excédent de graisse. En général, vous verrez, il y aura un petit peu de graisse qui est sortie du roulement. Bah, c'est tout de suite ça que vous aurez pris dans la cloche les premiers tours. Et ça permettra de tout de suite avoir le bon feeling de l'embrayage et d'être tout de suite dans le coup. Je pense que tout fonctionne, les commentaires sont là, donc voilà. Donc là vous pouvez tout de suite sentir normalement le roulement il est beaucoup plus libre à l'utilisation. Donc c'est bon, on peut le monter. Aucune préparation du roulement avant par contre. Ça m'arrive par exemple pendant la course en général de juste changer le roulement avant et pas le roulement arrière. En général c'est le roulement avant qui prend le plus de paillettes d'aluminium de l'embrayage. En fait c'est ça qui va abîmer votre roulement. Et donc par exemple des fois ça m'arrive en compétition de juste changer le roulement avant, sachant que le roulement avant quand lui va perdre sa graisse, elle va avoir tendance à rentrer dans le roulement arrière et donc le lubrifier un petit peu, donc vous allez permettre de relubrifier le roulement arrière à ce moment-là. Donc voilà, de la même manière je vais venir mettre la vis
qui va fixer mon embrayage. Je nettoie avec un chiffon. Je ferai un filet sur celle-ci par contre, de manière à être sûr qu'on sécurise bien le tout. Ensuite, quelques petites rondelles. Alors encore une fois, vous ajustez en fonction du nombre, en fonction de votre embrayage. On va le voir plus tard. Il faut fixer la cloche pour avoir toujours un petit jeu dans le sens du volant moteur. Donc voilà, moi je le fais comme ça on est sûr que les rondelles se mettent bien en place. Et ensuite vous regardez pour avoir un petit peu de jeu. Alors là, j'ai démonté l'embrayage, je l'ai remonté. C'est pas le même moteur, c'est pas le même volant. Avec les rondelles que j'avais, là vous voyez, j'ai absolument aucun jeu. Donc il faut bien faire attention à ça. Même si j'ai un bon mouvement de la cloche, j'ai absolument aucun jeu comme ça. Donc ça va pas. On va redémonter et enlever une rondelle pour toujours avoir au moins 1 ou 2 dixièmes. Est-ce que tu rôdes les maslottes, me demande Stéphane, pardon. Non, comme vous l'avez vu, là je suis en train de préparer ma voiture pour ce week-end, hein, donc je suis en train de faire la prépa de l'embrayage comme je le roule. Donc j'ai mis les maslottes directement sur le volant, sans rien toucher du tout. Donc là, vous voyez, j'ai enlevé juste une rondelle, de manière à avoir un peu de jeu. Donc là, les rondelles, elles sont pas en ligne. Là, cette fois, ça devrait être bon. Toujours pas. Donc, vous voyez, là, ma cloche, elle était vraiment pas libre. Les rondelles n'étaient pas mises correctement. Donc, moi, ce que je fais d'habitude, je ne l'ai pas fait correctement, c'est que je mets toutes mes rondelles sur le losier. Vous voyez, elles sont... Hop. Elles sont là, directement sur la vis. Et donc ça vous permet de bien les centrer et être sûr qu'elles ne se mettent pas en travers. Eric, ouais, j'espère qu'on va boire l'apéro, mais il me semble que tu devais déjà arroser quelque chose la dernière fois, non? Il me semble qu'à l'Euro on s'était dit ça, non? Ou il n'y avait pas un titre à arroser ou quelque chose, non, Eric? Il me semble qu'avant qu'on boive le champagne et que possiblement il y ait un titre dimanche soir, il me semble que la famille Le Maire avait quelque chose à fêter. Donc vous voyez là maintenant, c'est très difficile de voir sur la vidéo, mais vous voyez, voilà, sur mes doigts c'est à peu près le jeu qu'il faut avoir. Un bon mouvement de la cloche d'embrayage, un mouvement dans ce sens-là, c'est des choses primordiales. Donc là mon moteur est prêt. Ensuite on va voir les périphériques, donc pot d'échappement, carburateur, bougie. Donc au niveau de l'échappement, rien de particulier, je lui fais aucune préparation. Là il est juste nettoyé. Moi ce que j'utilise c'est du Wator. Alors c'est une petite paille de fer avec un produit qui va lustrer. C'est juste en fonction, juste à l'extérieur pour le rendre plus joli. La chose à faire attention c'est au niveau des joints. Là regardez, mon joint j'ai roulé, il est un peu abîmé, voilà, là, il est un peu abîmé, je pense qu'il est coupé à l'intérieur. C'est les choses à faire attention. Les deux joints d'échappement, donc les joints à la sortie du carter et les joints sur le coude, c'est ce qui va jouer sur l'étanchéité de l'échappement et donc l'arrivée de la pressurisation. Sachant qu'on n'a pas d'injecteur, on n'a pas ce genre de choses là sur nos voitures. Ce qui va faire l'arrivée d'essence et ce qui va quand même pas mal gérer l'arrivée d'essence sur nos voitures, c'est la pressu. C'est ce qui met en pression le réservoir d'essence pour l'arrivée du carburant. Si vous avez une fuite à ce niveau-là, au niveau de la liaison entre le coude et le pot, ou au niveau de la liaison entre le moteur et le coude d'échappement, vous allez créer une fuite à ce moment-là. L'air va sortir et il ne va pas mettre en pression suffisamment la pressu à ce moment-là. Donc faites bien attention à ça. On peut encore y gagner un petit peu pour les autonomies ou pour une stabilité moteur si vous voulez vraiment aller chercher encore les petits détails. Donc là vous voyez, au bout de quelques heures mon joint il était quand même un petit peu cuit, donc je vais le remplacer. Les chambres, voilà, Giovanni, non, je ne nettoie absolument pas l'intérieur du pot d'échappement. Vous voyez là, je pense que on peut le voir, il est bien noir, bon pas calaminé non plus, mais assez noir. Sinon vous pouvez peut-être mettre un produit à l'intérieur. Sinon moi je fais absolument rien à l'intérieur en général. Un petit film
de dépôt, c'est pas mal, ça bouche les pores, donc en général vous avez un meilleur flux à l'intérieur de l'échappement. Donc voilà, sinon à neuf, évidemment, dans l'emballage, il faut faire attention, des fois il y a des paillettes d'aluminium ou des choses comme ça dues à la fabrication. Ce qu'on vous conseille, nous, chez RC Concept, c'est de mettre un coup de nettoyant frein à l'intérieur de la pressu, à l'intérieur, bien secoué, pour enlever tous les résidus dus à la fabrication. Mais c'est pas quelque chose que vous aurez besoin de faire à chaque course. Donc là, la deuxième chose que je vous ai pas montré, mais voilà, des petits bouts de durite sur les ressorts d'embrayage, j'en avais parlé une fois sur ma page. Ça permet de vraiment diminuer la vibration et donc de faire en sorte que vos ressorts durent un petit peu plus longtemps. Ensuite, si jamais le joint il est un peu récalcitrant, là vous pouvez mettre de l'huile ou un peu de WD-40 pour mettre votre coude en place. Longueur de pressu qui influe sur les réglages. Alors, au niveau de la pressu, nous ce qu'on préconise c'est minimum 10 cm. Alors, je sais pas ce que ça fait pour vous 10 cm. Vous voyez là, j'ai quasiment une vingtaine de centimètres. Si vous êtes entre 15 et 20 cm, on part bien de la longueur de pressu. Hein. Ici, on a des enfants. Donc, si vous êtes entre 15 et 20 cm, c'est une bonne longueur de pressu. Voilà, trop court, vous allez peut-être avoir des soucis au ravitaillement. Trop long, c'est pareil. Vous allez peut-être avoir des soucis de stabilité moteur ou de stabilité de réglage. Donc, pour moi, il n'y a pas de longueur de pressurisation préconisée. Par contre, quand vous changez, moi, c'est ce que je fais. Si des fois je vais changer la durite, je remets exactement la même longueur. J'ai l'habitude de mettre cette longueur-là. Au moins, mon moteur, il aura toujours le même réglage, sachant que vous allez augmenter la pression si vous diminuez la longueur de la durite. Donc, votre moteur sera normalement plus riche et vous allez la sécher si vous avez une durite plus longue. Donc voilà, la carburation va changer à ce moment-là. Mais donc faites bien attention à ça quand même. Pour moi, vaut mieux quand même être un peu plus long qu'un peu trop court. Au niveau de la stabilité du moteur évidemment. Grégory nous demande le radiateur de pressu c'est utile. Alors tout dépend des moteurs, tout dépend des températures de fonctionnement. Si vous avez un radiateur de pressurisation que vous mettez directement à côté du moteur, bah, ça sert absolument à rien. Si vous avez un radiateur de pressu qui est plutôt dans la voiture, à l'air libre et qui va permettre de refroidir la pressurisation, on a pu constater des fois qu'on avait un gain d'une trentaine de secondes sur l'autonomie. C'est quelque chose que j'utilisais à l'époque sur les moteurs RB. Aujourd'hui, je l'ai réutilisé avec les moteurs RC Concept. On a fait beaucoup de tests et le gain n'était pas significatif. Par rapport à l'encombrement qu'on avait, je sais que sur un Losi c'est assez difficile de le faire passer avec les durites, il sera forcément sur le filtre à air, ça peut faire naître d'autres soucis, donc c'est quelque chose qu'aujourd'hui je n'utilise pas. Pour moi le risque entre guillemets de faire passer les pressus ou les durites directement dans les palonniers ou dans les tringleries est beaucoup trop important par rapport au gain qu'on va avoir. Sachant qu'aujourd'hui, moi, avec un RC Concept, du Torfuel et un Losi, je suis quasiment toujours entre 10 et 11 d'autonomie. Donc, très sincèrement, je préfère pas prendre le risque pour une trentaine de secondes de ce côté-là. Après, encore une fois, ça dépend vraiment des marques de moteur et de l'utilisation que vous en faites. Pour moi, la chose la plus importante aussi, quand même, c'est faire attention à ne pas verser du carburant sur l'échappement et sur le radiateur de pressu. Si vous avez un radiateur de pressu qui est fixé directement sur votre support de réservoir, c'est génial, vous allez gagner 30 secondes d'autonomie. Sauf que votre radiateur de pressu, en général, il est quasiment à la température. Enfin, il est quasiment à la température de l'échappement, non, pas tout à fait, parce qu'il est aux alentours de 60 degrés, votre radiateur de pressu. Si vous avez à ce moment-là votre mécano qui fait un splash sur le radiateur de pressu, il va passer à 20 degrés d'un coup, engorgement du moteur, calage. Donc c'est bien, vous êtes rentré 30 secondes plus tard au plein, sauf que vous avez calé parce que votre mécano il en a mis partout. Alors encore une fois, c'est toujours bien d'avoir un bon mécano, des fois on n'a pas ça sous la main malheureusement. Donc voilà, c'est des choses à faire attention. Donc là je vous parle du radiateur pressu, mais c'est évident pour le pot d'échappement. Souvent j'ai des problèmes, j'entends des personnes qui me disent ouais mais mon moteur il a calé. Ouais, il a calé quand? Il a calé à la sortie du plein. La calé à la sortie du plein c'est 90% du temps.
du carburant qui a été mis sur le pot d'échappement, du coup choc thermique, et du coup le moteur il a calé. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors après il y a d'autres choses, d'autres environnements qui peuvent poser problème, une vieille bougie ou une bougie qui correspond pas à l'utilisation, mais la plupart du temps c'est ça qui va poser problème. Vincent, tu nous demandes filtre à carburant. Pour moi, pareil, surtout pas filtre à carburant. Aujourd'hui, on a des réservoirs qui sont au top du top, qui ont souvent un système de filtration de haut en bas. Vous pouvez vous retourner tout ce que vous voulez. Le moteur, il aura toujours de l'essence. Pour moi, aucun intérêt de mettre un filtre à essence, sachant que pour moi, un moteur thermique aujourd'hui, c'est du carburant, de l'air, mais pas les deux en même temps. C'est-à-dire que si vous avez votre moteur, il est sur la voiture, prêt à rouler, et vous avez un filtre à carburant, ça peut être une prise d'air supplémentaire, ça peut être des ennuis supplémentaires, alors que naturellement on a des très bons carburants aujourd'hui qui ont très peu de dépôts, et on a déjà des filtres à essence dans le réservoir. Donc si vous allez rajouter un filtre à essence, je vais encore une fois pas dénigrer d'autres marques, mais ça m'est arrivé beaucoup avec des voitures Mugen, des pilotes qui sont venus me voir en me disant « Oh, mon moteur il est très difficile à régler. Quand vous démarrez votre moteur, la première chose à vérifier c'est la bougie. » Alors moi en général, nouvelle course, bougie neuve. Voilà, une bougie peut durer une dizaine de litres sans aucun problème. Par contre, elle a tendance à s'encrasser naturellement avec l'utilisation. Donc je vous conseille bougie neuve pour une course assez importante. Pour l'entraînement, vous pouvez évidemment recycler ces bougies-là. Par contre, donc les premières choses à faire attention, c'est la bougie et l'arrivée du carburant. Je voulais pas montrer, mais pour moi c'est ultra important. Mes durites sont transparentes. J'en ai parlé quand j'ai fait le réglage moteur la dernière fois. Mes durites sont transparentes. Sur la Pressus, c'est un petit peu moins évident parce que quoi qu'il arrive, il n'y a que de l'air dans la durite d'échappement. Par contre, pour le réservoir, durite transparente, à coup sûr, 100% validé. Si vous venez me demander de régler votre moteur et que vous avez une durite d'arrivée d'essence qui est opaque, c'est la première chose que je vous ferai changer. Pour moi, un moteur, pour qu'il soit stable, il faut de l'essence dans l'arrivée d'essence, de l'air dans l'arrivée du filtre, et pas de l'air dans l'arrivée d'essence. Si vous avez une durite qui est opaque, on ne peut pas voir si vous avez des bulles d'air à l'intérieur. Si vous avez un filtre à essence, par exemple, qui va vous poser problème au milieu de la durite, eh ben, on ne va pas le voir. Donc, pour revenir justement sur ce que tu disais, Vincent, le filtre à carburant, si c'est un filtre à carburant qui marche très bien, qui est en un seul morceau, qui ne crée pas de perturbation et que tu es plus sûr avec ça, ben, pas de souci. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas de dépôt dans les carburants et ça peut être juste une source à problème. Donc, durite transparente et pas de filtre à carburant, pour moi, c'est ultra important. Et bah oui, il roule pas en losie, c'est pour ça, ça pose problème. Donc voilà, mon moteur il est prêt, on peut fixer l'échappement sur le moteur, donc aucun souci de ce côté-là, aucune difficulté, juste que le joint il me pose pas de problème. Encore une fois, c'est quand je dis qu'il n'y a pas de difficulté que ça pose problème. Alors, la salive ou du WD-40, l'ami du nitrophile, voilà, juste pour faire glisser le joint, fixer mon échappement. Alors moi, ce que je vous conseille pour les moteurs RC Concept, c'est un ressort long et 2 ressorts courts. Ça permet de vraiment sécuriser votre échappement. Alors encore une fois, c'est quelque chose que j'ai pu voir arriver. Vous avez juste 2 ressorts parce que c'est très joli. Le problème c'est que vous avez un ressort qui casse et votre échappement il s'en va. Donc c'est pas bon. Voilà, donc un ressort long en haut et 2 petits ressorts courts en bas. Alors vous voyez là je ne l'avais pas fait sur ceci, les petits ressorts, donc c'est les ressorts médium pour fixer le pot d'échappement. Donc là je vais vous montrer comment on met la durite. Pareil, je le fais sur ces petits ressorts là, de mettre la durite pour éviter justement la vibration et de casser les ressorts. Donc je coupe un petit bout de durite. La durite Losi, petit conseil, elle a un diamètre interne qui est un petit peu plus grand que les autres durites. Donc pour faire ce genre de choses sur les ressorts, c'est cette durite là, Losa 9315, ça permet de moins s'embêter. Donc on coupe un petit bout qui est à peu près la longueur du ressort, tout simplement,
pour ensuite le mettre à la pince directement sur le ressort. Dites-moi hein, si c'est pénible, si vous en avez marre, si vous avez faim, si vous avez envie de boire un coup. A priori, la connexion coupe plus, donc on a déjà gagné quelque chose. Quelle longueur de durite entre le réservoir et le carbu? Alors là, pour le coup, il n'y a absolument pas de règle. C'est en fonction du montage sur la voiture. Moi, vous voyez, la durite, elle fait cette longueur-là. Elle passe directement dans les passes durite et elle va directement au carburateur. Vous n'avez pas besoin d'avoir 15 mètres de durite pour aller jusqu'au carbu. Le but, c'est que l'essence, elle arrive du réservoir au carburateur. Alors, encore une fois, si vous avez une voiture qui n'a pas le système comme le Losi avec le plongeur à l'intérieur, au plus la durite sera longue, au plus vous aurez de volume de carburant avant de tomber entre guillemets en rate d'essence quand vous êtes sur le toit. Donc le Losi c'est très bien, c'est pratique, on peut avoir une durite courte. Si vous avez une durite longue, ça pourra peut-être vous permettre de rester sur le toit un peu plus longtemps pour marcher tranquillou pour aller la chercher. Et puis pas caler. Voilà. Sinon en fonctionnement ça changera absolument rien d'avoir une durite longue ou une durite courte sur le moteur, sur votre moteur. Donc là juste avec une pince, vous voyez, je mets la durite et je viens juste mettre mon ressort à l'intérieur pour faire passer. Alors ça, je pense que vous n'avez pas besoin de tuto pour moi, vous n'avez pas besoin de tuto pour faire ça. Hop, voilà. Et là on a juste sécurisé un ressort, ça évitera qu'il casse directement. Apparemment il y a un clash en ce moment entre Giovanni et Fabien. Mais faites part de vos anecdotes hein, si jamais il y a des choses qui vous sont arrivées. Salut Greg, Portugal. S'il y a des choses qui vous sont arrivées, faites part de vos expériences. Hein. Je pense que par exemple le coup des roulements, le roulement qui cire ou ce genre de truc, n'hésitez pas à en parler dans la conversation ou dans les commentaires, ça permettra peut-être d'aider les autres. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui n'ont jamais encore fait face à ce genre de problème. Moi, je voulais expliquer parce que c'est le genre de truc qui m'est encore arrivé hier parce que je l'ai pas fait en entraînement, j'ai voulu gagner du temps, je l'ai pas fait et voilà. Donc mes deux ressorts sont prêts. Aucune difficulté, encore une fois, juste je le mets de ce côté là d'abord, donc côté moteur d'abord et ensuite je viens le tirer pour le mettre sur le pot d'échappement. Donc vous attendez peut-être une partie conseil, on a fait tout à l'heure les embrayages, le réglage des embrayages. Sur le pot d'échappement, chez RC Concept on a deux pots d'échappement, le 2099 et le 2133. Le 2133 c'est celui que j'utilise moi, qui donne plus de puissance à bas régime et légèrement moins de puissance au régime, donc légèrement moins de tours minute par rapport au 2099. Le 2099 donc, qui est l'autre échappement de chez RC Concept, qui lui apportera plus de souplesse à bas régime, plus de pointe et une légère amélioration en autonomie. Donc avec le 2099 vous pourrez gagner à peu près une trentaine de secondes sur l'autonomie, c'est pas négligeable. Moi en général je préfère le 2133 parce que j'ai un moteur qui est beaucoup plus j'allais dire responsive, mais beaucoup plus réactif à l'accélération. Donc juste au début de l'accélération, tout de suite au début de la plage, j'ai un moteur qui est beaucoup plus nerveux et donc qui correspond plus à mon pilotage. Alors après, encore une fois, l'embrayage, le pot d'échappement, c'est quelque chose qui va différer d'un pilote à l'autre en fonction de votre feeling. Si vous préférez une voiture qui est plutôt molle, ou si vous voulez une voiture qui est plutôt réactive, plutôt nerveuse, vous allez aller avec un embrayage un peu plus dur ou avec un échappement un peu plus réactif. Donc voilà, j'ai fait le tour, mon moteur il est prêt, on va pouvoir le fixer sur la voiture. Avant ça, on va faire les autres périphériques. Pour la buse, donc ce qu'on appelle le Venturi, chez RC Concept, quand vous avez un moteur, en général le C5X par exemple, celui-ci, il est livré avec une buse de 7 et une buse de 8. Moi ce que je vous conseille c'est la buse de 8 mm. Alors, il y a beaucoup de choses qui circulent, beaucoup de choses qui sont dites avec les buses et le réglage de la buse. Sur les moteurs RC Concept, ce qu'il faut vraiment intégrer, ce qu'il faut vraiment comprendre,
c'est qu'avec une buse de 8, vous aurez plus de puissance, c'est une évidence, et vous aurez une meilleure autonomie. Alors ça, c'est difficile à comprendre. En général, on a plutôt tendance à dire une petite buse, on gagne en autonomie. Avec les moteurs RC Concept, c'est pas vrai. Et je pense que c'est pas vrai pour quand même une majorité des moteurs de nos jours. Aujourd'hui, on a besoin de plus de puissance. Et je vais vous donner un cas assez facile à comprendre. Moi, j'aime bien quand mon moteur il chante. S'il chante pas, je vais le fermer. Si je le ferme trop, il va chauffer et je vais encore plus accélérer parce qu'il délivre pas ce que je veux. Donc si je mets une buse de 6 mm, je vais accélérer très fort dedans. Mon moteur va pas pouvoir délivrer la puissance que je veux, donc je vais accélérer encore plus fort et donc je vais consommer plus de carburant. Alors qu'avec une buse de 8 mm, je vais avoir un moteur qui est très très précis, très puissant aussi, et du coup je vais pouvoir délivrer la puissance comme je l'entends. C'est moi qui vais gérer, pouvoir doser et donc avoir une meilleure autonomie. C'est comme si demain vous avez une Clio avec un 50 chevaux ou avec un 100 chevaux. Ben, avec un 100 chevaux, vous aurez tendance à moins accélérer. Alors, c'est peut-être pas vrai dans la vraie vie, mais si vous avez un 50 chevaux, vous êtes toujours à fond. Vous avez un 100 chevaux, vous êtes à mi-gaz. Ben, vous allez plus consommer avec votre 50 chevaux. Ben, là, c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, ce que je vous conseille vraiment, c'est la buse de 8 mm. Vous pouvez faire l'essai chez vous. Vous pouvez faire l'essai sur votre voiture avec votre pilotage. Je peux vous dire qu'on a passé énormément de tests l'année dernière avec énormément de voitures, énormément de pilotes. Et dans 99% des cas, on avait un meilleur fonctionnement du moteur, un meilleur retour au ralenti, une meilleure stabilité, une meilleure facilité de réglage et une meilleure autonomie avec la buse de 8 mm. Donc encore une fois, ne pensez pas gagner en autonomie avec une buse plus petite sur les moteurs RC Concept. Ce n'est pas vrai. Donc buse de 8 mm tout le temps, partout. Si la durée de carburant est très Vincent, oui, j'essaye de répondre à vos questions en même temps. Donc là, on a fait la buse. Vincent nous demande, est-ce que c'est grave si la durite touche le pot d'échappement? Alors regardez, moi, de toute façon, sur la voiture, elle est fixée comme ça. Donc la durite, elle court le long de l'échappement. Quoi qu'il arrive, l'air qui passe dans la durite d'échappement, elle est à la température de l'échappement. Donc votre durite, elle serait à l'intérieur du pot. C'est pareil, hein, l'air qui circule dans la pressu, en général, elle arrive de l'échappement et elle pousse sur le réservoir. Alors elle descend en température, évidemment. Le but, c'est pas que le carburant il arrive à 150 degrés dans le réservoir, mais dans tous les cas, si la pressu, elle touche l'échappement, c'est pas un souci. Donc au niveau de la buse, voilà, on a fait le tour. Si vous voulez gagner en autonomie, il faudra faire autre chose, mais en tout cas la buse de 8 mm, c'est quelque chose que je vous conseille tout le temps. Quand vous allez monter votre moteur sur la voiture, faites bien attention aussi, on y reviendra sûrement sur les tringleries plus tard, mais quand vous réglez vos fins de course à la radio, il faut bien que votre carburateur soit à fleur. Alors là, je ne sais pas si on voit bien avec la vidéo, mais en fait, faites bien attention, c'est quelque chose qu'il faut être très précis avec ça. Si vous démontez votre moteur, vous le remontez, faites bien attention à ce que quand vous accélérez, votre carburateur il n'est pas comme ça, vous avez bien le tiroir du carburateur qui soit ouvert à fond. Ensuite, chose très importante, la bougie. La bougie, moi je vous conseille la bougie RC3. C'est une bougie qui est fabriquée par OS, elle est identique à la OSP3, elle est juste moins chère. Donc ce que je vous conseille dans toutes les conditions, à moins que les Guadeloupéens et les Réunionnais qui nous regardent, ils aient 50 degrés et beaucoup d'humidité, dans ces conditions-là, je vous conseillerais plutôt une bougie RC4. Par contre, en Europe et particulièrement en France, je vous conseillerais d'utiliser la bougie RC3. Au niveau température moteur, on est toujours entre 90 et 110. Si vous êtes en dessous de 90, votre moteur il n'a pas forcément un bon fonctionnement. Vous allez être dans des températures qui sont trop basses. Donc vous pouvez quand même fermer la pointe pour avoir une meilleure température de fonctionnement, sachant que l'optimum voilà, est entre 90 et 110. Si vous êtes au-dessus de 110, essayez d'utiliser une autre prise de température si quelqu'un est avec vous sur la piste, sachant que si votre moteur tourne parfaitement, vous avez un ralenti qui est parfait. Ne vous inquiétez pas trop sur la température. Si jamais le moteur est à 120 degrés et il tourne parfaitement, essayez pas de toucher toutes les vis. Dans tous les cas, à partir du moment où le ralenti est bon, c'est que vous êtes quand même dans une bonne plage de réglage. La durite qui sort du réservoir passe à côté de la culasse. Non, là, dans tous les cas, Giovanni, on va faire attention à ça.
Comme je disais, moi sur l'OSI c'est assez simple. C'est vrai que la durite elle est ici. Alors elle est pas très loin du réservoir, hein. Aujourd'hui sur un LOSI, vous voyez, on a un montage qui est comme ceci. Donc la durite elle est pas très loin du pot d'échappement. En général, le pot d'échappement est souvent presque plus chaud que le moteur en soi. Donc essayez quand même d'éloigner la durite d'arrivée d'essence du moteur, sachant que au plus sera chaud le carburant, au plus vous pourrez avoir des problèmes quand vous allez faire les ravitaillements. Eddy nous demande, même s'il fait 40 degrés à l'extérieur, ben voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. S'il fait 40 degrés, on va plutôt passer sur une RC4. Par contre, s'il fait moins de 40 degrés, vous pouvez rester avec une RC3 sans aucun problème. Au niveau du filtre à air maintenant, donc on l'a vu tout à l'heure. Durite de carburant, attention, pas d'air dans la durite de carburant. Dans le filtre à air, pareil, pas de poussière, sinon votre moteur, il va pas durer très longtemps. Donc faites bien attention à ça. La mousse de filtre, c'est quelque chose qu'on fait quand même régulièrement et qu'on change régulièrement, qu'on fait très très attention. Aujourd'hui, on a des mousses qui sont de qualité, mais faites attention, vous voyez. Moi, j'ai fait une grosse journée à la piste hier. Faites bien attention à ce que quand même votre mousse intérieure elle soit toujours propre. Si votre mousse intérieure commence à être un petit peu noire, c'est que c'est le temps de la changer, parce qu'après vous allez donner de la poussière à l'intérieur de votre moteur et ça sera pas bon. Et ouais, mon petit Didou, ça y est, il est là. Ça te sert pas à grand chose pour l'électrique. Alors je suis désolé pour mes loulous qui font de l'électrique, vous n'allez pas apprendre grand chose ce soir. Ça me fait plaisir d'être là avec vous. Mais on essaiera de faire d'autres petits tutos pour les électriciens. Je sais qu'un montage d'IFABI par exemple, ça serait pas mal, hein, Didou. C'est quelque chose qui peut aider. Alors, Jonathan nous demande, faut huiler les deux mousses. Oui, effectivement. Alors, soit vous mettez les mousses LOSI d'origine, soit les mousses Fino RSRC. Les deux sont quasiment identiques, c'est juste l'huile qui va changer, la couleur de l'huile. Par contre, n'importe quelle huile que vous utilisez, faites bien attention à bien presser la mousse avant son utilisation. En général, vous voyez là, elle a quand même un excédent d'huile, ma mousse. Si je la mets telle quelle sur le moteur, en général, on va avoir. Alors, en général, les huiles de filtre à air sont miscibles avec le carburant, mais ça va vous faire quand même une carburation qui va être très très mauvaise. Donc, en général, les deux mousses sont huilées. Je la presse tout simplement dans un chiffon pour qu'elle soit prête à rouler. Alors, il y a certains filtres à air qui sont, voilà, regardez, hop, là, elle est assez uniforme dans la couleur. Alors, la pressez pas trop, mais c'est vrai qu'on a sur le marché des marques d'huile qui sont très très épaisses. Ça, c'est pareil, je vous le conseille absolument pas. Je vais pas citer de marque, mais je pourrais vous les dire en privé parce que j'en connais tout un tas. Et je peux pas vraiment vous donner ces marques-là, mais si vous avez une huile en général qui est très très collante, alors il faut que ce soit collant évidemment pour ne pas laisser pénétrer la poussière. Mais si vous avez une huile qui est très très collante et qui a tendance à colmater si vous roulez dans la poussière, qui a tendance à colmater votre filtre à air, faites super attention à ça parce que vous allez étouffer votre moteur et vous allez pouvoir évidemment l'user prématurément. Mais vous allez avoir un changement de carburation. Vous partez pour une finale, vous allez carburer votre moteur, tout va très bien. Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, vous allez dire mon moteur il commence à s'enrichir, il commence à avoir une stabilité qui est bizarre. Le ralenti il a baissé évidemment parce que vous avez moins d'oxygène, moins d'air qui arrive au moteur. Et puis au dernier ravitaillement, vous allez caler parce que votre moteur il s'est engorgé parce qu'il n'avait plus assez d'oxygène, il n'avait plus assez d'air. Donc la mousse de filtre, c'est encore une fois quelque chose de très important à faire. Une attention toute particulière à porter sur ce genre de détails. On n'y pense pas comme ça, mais si on voit aujourd'hui un tuto sur les ensembles et les périphériques d'un moteur nitro, on a l'échappement, les durites, il faut faire attention, mais le filtre à air, c'est quelque chose à faire attention. Si demain vous avez le nez plein, vous avez du mal à respirer, le filtre à air, c'est le nez de votre moteur. Si vous avez la mousse qui est complètement colmatée, votre moteur il va pas bien respirer et ça va poser un problème. Alors, on a des fois des filtres à air qui font pas une très bonne étanchéité. On l'a vu tout à l'heure avec ma mousse, je pourrais vous la ressortir de la poubelle si vous voulez. On a vu ma mousse, moi, elle était complètement blanche au bout, hein, donc le filtre à air LOSI, et bon, j'ai mis mes doigts sales évidemment, mais
Regardez là, elle est complètement blanche, complètement propre. Le filtre à air Losi est très bien étudié. On a une très bonne étanchéité de ce côté-là. Il y a d'autres filtres qui sont pas aussi bien étudiés que le Losi. Et en général, certains pilotes font un petit tour de graisse à l'extérieur de la mousse ici pour assurer une bonne étanchéité. Très sincèrement, avec le filtre Losi, aucun intérêt. Donc ensuite, on vient fixer la dernière collerette de la même façon. Donc voilà, en même temps, quand vous avez fait votre filtre à air, assurez-vous bien qu'il n'y ait pas de trou, qu'il n'y ait pas de déchirure, pas de coupure dans votre soufflet de carburateur. Vous voyez, ma mousse est complètement installée, prête à rouler. Donc dans le coude, quand vous avez coupé votre collier, faites bien attention que vous n'avez pas sectionné aussi la durite, ça peut arriver. Mais en général, votre moteur va aspirer la poussière et c'est vraiment quelque chose qu'on essaye d'éviter. Donc faites bien attention à ça. Très sincèrement, je connais pas toutes les marques d'huile. En général, quand je vous parle des marques d'huile qui colmatent, c'est des marques qui sont propres à l'ARC, des trucs qu'on vous vend très très cher alors que elles sont vraiment pas très très bonnes. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'acheter des mousses pré-huilées. Personnellement, je ne supporte pas refaire mes filtres à air. Je prends la mousse du sachet, je la presse, elle est prête à rouler, ça me va très bien. Quand on commence à mettre l'huile, à bien s'assurer qu'elle est partout. Alors, si vous faites vos filtres vous-même, faites bien attention à ça, que vous ayez de l'huile uniformément sur toute la mousse, de manière à ce qu'il n'y ait pas un point où la poussière va pouvoir pénétrer dans le filtre à air. C'est quelque chose de très important. Ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est d'utiliser des filtres à air qui sont pré-huilés. Vous aurez juste à les presser avec un chiffon et rouler. En général, c'est des filtres à air qui ont été faits dans des bains d'huile. Donc vous êtes sûr qu'à ce moment-là, toute l'huile sera répartie sur le filtre à air et vous n'aurez pas un trou ou un manque. Si vous le faites vous-même, faites encore une fois très attention à ça. Et je ne vous conseille pas de nettoyer les mousses. Nettoyer les mousses, vous allez toujours avoir des petits dépôts invisibles à l'intérieur de la mousse, à l'intérieur du filtre. Et c'est quelque chose qui va pouvoir à terme abîmer votre moteur. Donc une mousse de filtre à air, à partir du moment où elle a servi, il faut la remplacer, il faut la mettre à la poubelle et en mettre une neuve. La double mousse, Jonathan, ça permet surtout de pouvoir vérifier. Moi, c'est souvent quand je suis à l'entraînement, ça me permet de pouvoir vérifier si mon filtre est toujours bon. Des fois, je roule, je fais pas trop attention. Et puis je me dis, zut, le filtre à air, où est-ce que j'en suis? Vous voyez, hop, je soulève comme ça. Alors, hop, je soulève, je regarde. En général, vous avez toujours un point avec la tringlerie où vous avez quelque chose qui vient appuyer. Alors faites attention à ça aussi. Si vous avez quelque chose qui vient appuyer sur le filtre à air, ça va être un point où la mousse va être écrasée, où la poussière va pouvoir rentrer. Alors faites attention à ce que vous n'ayez pas quelque chose qui va venir rentrer. Parce que tout à l'heure on était sur les radiateurs de pressu. Faites bien attention à ça, que vous n'ayez pas un point de pression sur la mousse de fil, parce que ça va être un point de pression pour faire rentrer la poussière à l'intérieur de la mousse et à l'intérieur du moteur. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, de la double mousse, l'avantage c'est ça, c'est que vous pouvez soulever de temps en temps la première, voir si ça n'a pas traversé la première, on dit bon allez c'est bon, je peux refaire 2-3 pleins. Si ça n'a pas traversé, si vous avez traversé la première mousse, immédiatement changement de la mousse complète, intérieur extérieur, ça veut dire que vous avez traversé la première protection entre guillemets. Donc là à ce moment là on change tout. Valentin, tu vois, j'ai même pas besoin de répondre. Ludo nous demandait où on trouve les mousses TLR d'origine, toutes les pièces Losi évidemment. Vous avez les tutos aujourd'hui sur RSRC. Le meilleur endroit pour acheter vos pièces Losi aujourd'hui en France ou TLR de n'importe quelle catégorie, c'est RSRC. Tout est disponible sur le site. Si jamais il y a quelque chose, une option, une pièce en particulier ou un outil que vous auriez besoin et que vous ne trouvez pas sur le site, n'hésitez pas à envoyer un message, un mail ou à appeler au téléphone. Je serai ravi de répondre à toutes vos questions et donc de pouvoir répondre à votre demande, sachant que voilà, je pense pouvoir aujourd'hui répondre à toutes vos demandes au niveau des produits TLR Horizon Hobby. Johan, t'as pas pu te libérer à 18h, aucun souci, ne vous inquiétez pas, la vidéo elle sera en ligne après, donc on y reviendra sur l'embrayage si vous avez des choses à apprendre. Si c'est barbant, si vous en avez marre de me voir au bout de la 4e fois, il n'y a pas de problème, la vidéo elle sera en ligne, vous pourrez accélérer. Dernière chose qui est pour moi super importante aussi, c'est le rappel du carbu. Il y a énormément de choses qui sont livrées avec les voitures.
Salut Néné. Qui sont livrés avec les voitures au niveau de la tringlerie, tout ce qui est ressort, ce genre de choses. Alors je sais que le Losi est livré avec ça d'origine, mais tout ce qui est ressort, c'est quelque chose que je vous conseille pas. Moi, ce que je fais tout simplement, c'est deux petits élastiques. Alors c'est pas des élastiques en caoutchouc, vous pouvez mettre un bout de chambre à air de vélo aussi par exemple. Le but d'en avoir deux, c'est que un suffirait, mais deux c'est toujours mieux. Comme les ressorts de peau, si jamais il y en a un qui casse, bah, vous avez toujours la possibilité d'avoir une garantie si jamais, bah, au moins votre carburant reviendra. Donc ça, c'est ce que je vous conseille. Ça, en général, moi, je le mets donc autour de la buse du carburateur et avec une petite vis sur la tringlerie qui va revenir directement ramener le carburateur. Ça permet que si jamais vous avez un souci avec votre cerveau, quelque chose comme ça, ou une panne d'accu, par exemple, je l'ai déjà vu, bah, au moins votre carburateur de lui-même va revenir. Si vous avez un ressort qui est directement lié au cerveau, vous avez un problème avec le cerveau, il va rester en position mais il n'est pas bloqué, et ben le ressort qui sert à rappeler si votre cerveau ne revient pas, bah, ça va pas rappeler le carburateur et votre voiture elle va partir à fond. Donc là, vous voyez, la voiture est prête. Donc ce que je vous expliquais, les petits élastiques, moi en général, ils viennent sur la tringlerie. Vous voyez, j'ai un petit arrêt de roue avec une vis qui dépasse. Et en fait, je viens juste mettre l'arrêt de roue sur la came. Donc après, ensuite, on vient fixer le moteur. Alors, au niveau de l'entredent, aucune difficulté. Sur les notices, en général, on vous préconise d'avoir une épaisseur de papier à cigarette. On n'est pas tous fumeurs. C'est plutôt au feeling. Ce qu'on fait en général, on bloque la cloche, on vient ajuster la couronne de manière à avoir toujours un petit peu de jeu. Dernière chose, une fois que vous avez mis votre moteur en place sur la voiture, faites super bien attention à la tringlerie. J'ai eu Yann, un client hier, qui a eu un souci. Il m'a dit, j'ai mis ma tringlerie, mais le carburateur n'est pas bon. Alors ça on reviendra prochainement là-dessus, sur tout ce qui est tringlerie, réglage de la radio, etc. etc. Pour moi, c'est encore un environnement moteur. Faites bien attention à ce qu'une fois que vous avez fixé votre moteur, vous voyez, le carburateur est libre et revient bien en position neutre. Sachant que voilà, si vous avez un problème, que votre carburateur ne revient pas en position neutre, ben, alignez peut-être votre carburateur un peu mieux ou ajustez votre tringlerie pour pas avoir le souci. Voilà, je pense qu'on a fait tout le tour au niveau moteur, environnement, périphérique. Donc les grandes lignes, attention, pas d'air dans la durite, bien vérifier les joints d'échappement, la bougie RC3, la buse de 8. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais peut-être patienter un petit peu si vous avez des questions. Je pense qu'on y est revenu. Alors, n'hésitez pas aussi à faire part de vos recommandations si vous avez des choses que, encore une fois, vous aimeriez voir ou des choses qui vous déplaisent sur les tutos. Hein. Je suis encore ouvert. J'ai encore de la place dans le congèle pour en discuter. Non, mais vraiment, c'est avec grand plaisir que je fais ces tutos, que j'essaye de vous aider. Si jamais vous trouvez que c'est barbant, alors on m'a dit oui, les questions, faut pas y répondre pendant, faut plutôt y répondre à la fin. C'est toujours pareil. Si on a une question sur le Venturi, ben j'essaie d'y répondre à ce moment-là. Tu auras un tuto sur les réglages carburation, Johan. Johan, réglage carburation, ça, il y en avait un sur la page. Il faut remonter un petit peu dans les vidéos. Le son était pourri à ce moment-là, donc j'essaierai d'en faire un autre avec le son un petit peu mieux la prochaine fois au niveau réglage moteur, peut-être essayer de comprendre encore un petit peu mieux. Mais ce sujet-là a été déjà vu. Alors en général, je vais pas vous conseiller, mais si vous mettez un casque et vous mettez le son à fond, vous allez pouvoir m'entendre sur cette vidéo-là. En général, c'est ce qu'on m'a dit. Mais voilà, il n'y a pas d'autres soucis de ce côté-là. Les tutos, on va continuer évidemment. Xavier nous demande, que penses-tu de l'option bloc moteur? Alors effectivement, sur l'Osi, on a la possibilité d'avoir un moteur, une fixation moteur monobloc. C'est quelque chose qui est super pratique. Très sincèrement, avec une clé à boule de 0,093 RSRC, on n'a pas de souci. On est quand même super bien placé pour aller visser le moteur ou dévisser le moteur par le haut. C'est pas quelque chose que je vous conseille. Enfin, vous pouvez l'acheter évidemment, le bloc moteur, il est disponible sur RSRC.
mais très sincèrement, ça va changer la flexibilité de votre châssis. Aujourd'hui, on essaye quand même d'avoir des châssis qui sont assez flexibles pour avoir un bon travail dans les trous. Si vous mettez le support moteur monobloc, vous allez un peu empêcher cette liberté de mouvement du châssis. Et sur une piste plate, ça peut avoir des très bonnes performances, mais sur piste ondulée, on va quand même éviter. Sachant qu'aujourd'hui, cette option-là, elle n'a pas de gain particulier, sachant qu'avec un bon outil, vous allez pouvoir démonter votre moteur assez facilement, assez rapidement. Donc il y a d'autres voitures où évidemment c'est très difficile de sortir le moteur, donc à ce moment-là, oui, évidemment, un support moteur monobloc, ça sera plus pratique. Sur l'Audi aujourd'hui, c'est pas forcément intéressant. Giovanni nous demande les bus ovales. Oui, alors les bus ovales à l'époque, c'est moi qui avait eu cette idée-là quand j'étais chez RB. C'est quelque chose que j'ai réutilisé sur les moteurs aujourd'hui. À l'époque, on roulait avec du 45% de nitrométhane, donc on avait moins besoin de puissance. On était quand même avec d'autres réglementations. Aujourd'hui, j'ai réessayé encore il n'y a pas très longtemps les bus ovales. J'ai pas eu d'intérêt, j'ai pas eu de gain particulier. Donc, en tout cas sur les moteurs RC Concept aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous conseille la buse de 8 mm et il n'y a pas d'intérêt à avoir une buse différente de celle-ci. Gaëtan. Quel carburant pour le pilote? De l'eau, hein. Je pense que de ce côté-là, malheureusement, il n'y a pas de règle. La bière ou le petit apéro, c'est plutôt le soir après la course. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui essayent de passer un bon week-end et d'être là entre potes. Moi, personnellement, le petit canon, c'est plutôt le soir après les qualifs pour fêter la pole ou le dimanche soir pour fêter la victoire, mais pas entre les qualifs. Nico qui nous demande réglage châssis, évidemment ce sera à étudier. J'essaie juste de réfléchir à un truc un peu fun qui soit sympa à étudier et à en discuter. Rôder sans cône, respect. Non, en général, si tu mets pas le cône, le volant il est en contact direct avec le bloc moteur, donc il doit pas beaucoup tourner, je pense. Voilà, n'hésitez pas. Je vais faire un petit point en anglais si jamais vous voulez rester avec moi pour répondre aux questions encore par la suite. Sinon, je vais faire un petit peu le récap en anglais. Restez avec moi si jamais vous êtes intéressé pour apprendre quelques mots techniques en anglais. On reviendra aussi là-dessus. Ce sera sûrement un tuto pour revenir là-dessus et sur les termes techniques. Je pense que souvent on a la fiche de réglage mais on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que veut dire quoi. Donc ça en anglais on y reverra aussi sûrement dans un prochain tuto. Restez connectés. Prochain tuto pour l'instant je sais pas quand, je sais pas sur quoi, vous inquiétez pas, on reviendra. J'espère que ça vous a plu, que vous avez encore appris beaucoup de choses sur les moteurs ce soir. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions encore une fois, soit sur la page, soit directement sur les commentaires, ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Et puis pour tous ceux que je verrai ce week-end, préparez-vous bien, bonne route à tous et puis on se voit demain. Alors j'allais dire, je sais pas quand sera le prochain tuto ou le prochain live, retrouvez-nous par contre demain, ce sera sûrement en live sur la page RSRC ou au moins sur la page Trackies Open. On va faire une présentation de la piste du Tsar, donc de Castres. Là où on a le dernier championnat de France élite de cette année, où je remets mon titre en jeu. On va faire le tour de la piste, voir ensemble les points de difficulté, peut-être les moments techniques, les endroits sur la piste où tout va se gérer ce week-end. Sachant que moi je suis jamais allé m'entraîner là-bas, je sais qu'il y a beaucoup de mes concurrents qui y sont allés avant. Donc voilà, ça va être découverte de la piste, découverte ensemble de la piste demain. Donc n'hésitez pas, soyez connectés encore sur RSRC. Si vous avez des questions, je me répète, mais si vous avez des questions, si vous avez des pièces LOSI que vous cherchez, que vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à me contacter. Et puis si vous cherchez une boutique pour acheter les meilleures pièces LOSI et les meilleures pièces RC Concept, les pneus J Concept, etc., c'est sur rsrc.biz que ça se passe, c'est ma boutique. Je fais le maximum pour que les services soient au moins aussi professionnels que mes tutos. Voilà, je vous dis à bientôt. Je fais un petit point en anglais. On essaye de se retrouver après si vous avez des questions. Hi guys, it's Renaud Savoya. We're here talking about the flywheel, the clutches, Venturis, pipes and everything. So we went through
the mounting of the clutch on the engine, I think the image is speaking by himself. But if you got some question, just no problem, you can ask me. Of course, when I go to another race, I change the plug. What I recommend on the RC Concept MC5X is the RC3 plug. If the temperature is over 40 Celsius, you can go with number 4, but most of the conditions in Europe, you're gonna need number 3. For the pipe, we have 2 solutions right now with the RC Concept engines, the 2133 and the 2099. What I recommend is the 2133. The engine, in my opinion, is a little bit more stable with this one. You're gonna have more bottom end. And with the other one, the 2099, you're gonna have more top speed, a little bit better mileage, but less bottom end, so the engine is gonna be smoother. Right now, it just depends on your driving style for sure. I recommend the 2133 because I'm using this one, but if you like the engine to be smoother, because those engines are really powerful, for sure you can go with the 2099. The main thing to check when you build your clutch is that the belt is free. You have some play when you adjust it. Everything is tightened, no problem. And then when the engine is on the car, just make sure the fuel line is clear. I really recommend a clear fuel line, because if you have a colorful fuel line, you're not gonna see if you have some air bubbles in the line, which is really painful for the engine. The tuning is gonna be really weird if you have some bubbles in the line. So just make sure that the line is clear and you have just fuel in the fuel line. That's the main thing. When you rebuild your air filter, just make sure that you have oil everywhere. Nothing is touching the air filter underneath or over it, because the dust is gonna go through on that section. Concerning the gas cooler, we used that back in a while. I think on some engine it's saving about 30 seconds mileage. On the RC Concept, I think there is no gain. It's just another something that is messy on the car with the line and everything, like is really touching the air filter, or you're gonna go through something messy in the setup of your car. So that's not something I really recommend, because the gain is not that big. For the fuel filter, I'm not using it. I'm not recommending it, because right now we have fuel filter in every single fuel tank on the market. So that's something that can create a problem and not solve anything. The fuel are pretty clean today, so make sure that there is no problem with that. If you have one, just make sure that you have no air bubbles after the fuel filter, if you're using one because you use that for 20 years. And that's pretty much it. For the restrictor, for sure, use always the 8mm. That's something I recommend, because the RC Concept engine has a better mileage with 8mm. I know it's pretty hard to understand, but you have more power, so you're gonna pull less in the engine and you're gonna have a better mileage thanks to that. So for sure 7 seems better, but on our engine, I can assure you we made 2,000 tests on different cars, different drivers, and 8mm is really the best for our engines. So I really recommend that. And then that's pretty much it. I think I'm over. I don't have batteries anymore, so I will go through the comments later on. Just make sure you keep connected. We're gonna have more tutorials coming. For sure it's pretty hard to do it in English and French at the same time, but if you have any question, for sure you can shoot me a message and I will be happy to answer. Of course I'm here for that. I'm here to help you. If you're looking for a good shop in order to buy TLR products or RC Concept or J Concept tires, go on my website, rsrc.biz. It's the website where you can find all those products. And keep connected this weekend on trackisopen.com or probably the Facebook page. We're gonna have a live coverage of the French National. So this is something really exciting. I'm going for title number 5. So just make sure you keep connected. We're gonna be live tomorrow afternoon with a track walk. So it's gonna show you how the track is. It's the first time I'm going there, so it's gonna be the discovery for me. And we're gonna try to bring the title back home. So stay tuned, have fun,
share the knowledge with the other guys. Share the page. Express your comments if you feel that my English is shitty and I need some lessons, or if you want to teach me, no problem. Just make sure you share this with your friends, and I'm gonna be back. Bye bye.